Hello, C'est la guest star. mais Et la guest Joselito, star What's her est là. name? C'est Comment elle un de s'appelle? ces guest stars de la période Covid. Et bien sûr, ça fait partie de mon changement de période Covid. C'est elle qui est arrivée. Et là, bon, je sais pas, changement de la vie. Ça commence comme ça. Cool. Joselito, qu'est-ce que t'as foutu cette Oui. semaine? Qu'est-ce que j'ai foutu cette semaine? Rien du tout, comme d'hab, comme toutes Vous les semaines. pourrissez mon intro là. Pardon, j'ai fait du changement, donc franchement, j'ai pas changé grand-chose. C'est pas. Donc c'est Euh, raté. Cette semaine, je vais vous le dire clairement ce que j'ai fait. J'ai pris conscience qu'en fait, je m'étais embarqué dans un challenge, dans un projet autour du changement, et qu'en fait, j'étais d'un seul coup tout seul à changer. C'est-à-dire que ça fait 6 mois que je suis complètement dans mon truc, et puis d'un seul coup, je me suis retourné, je dis, hey, mais je suis tout seul, qu'est-ce qui se passe? Euh, Le leadership voilà, je suis absolu. tellement dans le leadership qu'en fait, j'ai attendu personne. J'ai fait beaucoup de choses ces derniers mois chez différents clients, surtout chez mon client favori. Et là, je pense que j'arrive dans ce moment où ouais, tu te rends compte que en fait, tu es tout seul à porter le changement, que ceux qui t'ont demandé d'intégrer une organisation pour porter le changement, ils n'ont plus le temps. Ils sont dans leur quotidien et surtout en ce moment pour des organisations où il y a le Covid et ça va s'arrêter. Donc là, on est en mode waouh, on va se déconfiner, il va y avoir plein de choses et tu as tout le quotidien qui est en train de revenir. Donc je me retrouve là d'un seul coup à porter plein de projets comme ça et je suis vraiment tout seul. Et quand je demande de l'aide, la réponse qu'on me fait, c'est super. Franchement, tu es un mec sympa, hein, on t'aime bien, mais là, on n'a pas le temps du tout. Ça fait que j'ai un site internet qui est en vrac depuis 2 jours, mais tout le monde s'en fout. Que j'ai des commerciaux qui ont besoin là d'être formés sur certains process, mais il n'y a pas le temps. Donc on est revenu dans le business as usual, mais à une vitesse mais extraordinaire, mais vraiment impressionnant. Et quand tu poses la question, j'ai eu cette conversation hier à quelqu'un qui fait du changement dans l'activité commerciale. Et il m'a dit, mais Joselito, dans 3 semaines, quand on va déconfiner, mais le rêve de tout le monde, c'est de revenir au monde d'avant et du façon de faire du business d'avant. C'est fini. Zoom, le digital, tu peux oublier. Tout le Télétravail monde a envie de fini. revenir au monde d'avant. T'es sûr de ça? Katerina, je suis juste déprimé. Tu vois ce que je veux dire? J'espère que je me trompe. J'espère que ce qu'on m'a dit, c'est totalement faux. Mais je suis tombé malade ce week-end. Tu vois, là, mon corps, il a dit non, j'en veux plus de ça. Vas-y. J'ai même pas passé bien mon test de Covid. Il est Comme négatif. Je tu suis étais dégoûté. malade, donc et pour faire l'intro, j'ai invité une executive coach et qui est spécialisée dans le changement. Et puis, comme je me suis dit que ça suffisait pas, j'ai aussi invité un Ouais, exécutive qui est merci. notre Stéphane préféré pour la troisième fois. Donc, Caterina Leoni, Yes. qui était, alors tu n'es plus à Genève. Alors non, non, normalement, je suis à Genève. Je suis en rentrant à Genève et l'Italie. Mais normalement, je suis basée à Genève. Je vais rentrer à Genève samedi parce que j'ai aussi un nouvel challenge des changements qui va commencer la prochaine semaine. Et c'est tout lié un peu à cette partie changement personnel, changement de société. Je ne vais pas trop dire, mais je vais commencer en nouvel poste. Et c'est tout basé sur le changement aussi. Et tu as des clients habituellement qui sont dans quel pays? Alors là, j'ai des clients qui sont basés en Italie, des clients qui sont basés en Suisse. Mais les clients italiens, un des clients, par exemple, un client international qui travaille en Italie, il avait encore tous ces problèmes liés à les changements des cultures entre la Hmm. culture de son pays, la culture des pays où il avait travaillé et la culture des travaux italiens, surtout dans cette période Covid. Et sinon, j'avais des autres clients sous la partie suisse, plus internationale, qui sont des clients qui viennent un peu partout. Et quand tu étais avant, donc tu dirigeais des opérations pour une agence assez innovante. Oui. Là, je Et gérais la partie opérationnelle pour une agence qui fait de la recherche des marchés pour 8 ans. On est parti en mode startup, on était deux. Et là, je crois qu'ils sont plus que 50 personnes dans ce moment, basés sur trois quatre pays. Euh, beaucoup de clients UK, non?
Alors, ils ont beaucoup des clients en Suisse, ils ont beaucoup des clients en Amérique maintenant, parce que D'accord. bien sûr, elle est tout liée un peu à Procter, que c'était un des premiers clients. Et aussi des clients en UK, parce que partie de la société est basée là-bas. La task force est en Bulgarie, et là, c'était aussi vraiment lié au changement avec la partie de la culture, d'introduire complètement une culture différente à l'intérieur de la société. Alors, je suis en Bulgarie là tout de suite. On a les avions qui passaient là. C'est la fête militaire demain. Donc tu m'en diras plus. Alors je suis intéressé du coup parce que souvent on parle de ce côté multiculturel. euh, Parce que j'ai pas la même culture que José Lito en entreprise, ni que Stéphane d'ailleurs. Ah Et bon? souvent je suis là, je me dis mais est-ce que c'est pas lié au milieu dans lequel tu évolues et c'est des gens qui sont peut-être un peu moins dans le changement et un peu moins aujourd'hui dans la tendance de comment évolue le business. Et je sais jamais, est-ce que c'est le pays, est-ce que c'est la région, est-ce que c'est juste le type d'entreprise, PME, start-up. Je ne sais pas si toi, tu as pu observer des différences entre les États-Unis, l'Europe, la France, la Suisse, l'Italie, Paris, la province. Parce que les Italiens changent plus vite que les Parce que Français. tout à l'heure, tu dis à José Lito, mais tu On va faire des plaisantes, c'est pas matchs. possible. Et tu lui dis, tu plaisantes. Donc je pense qu'il y a quand même des différences de comportement d'un milieu à l'autre. Et j'ai toujours du mal à savoir, est-ce que c'est le type d'entreprise, est-ce que c'est l'endroit, c'est dur à dire. Moi, je vais dire non, je pense que c'est partout. Stéphane, tu as bossé beaucoup avec des Allemands, c'est ça? Un peu des Allemands, beaucoup des Un peu. Autrichiens. Ah, beaucoup des Surtout, Autrichiens. c'est très différent. Euh, le sujet des différences culturelles appliquées au changement ou à n'importe quel autre contexte, oui, il existe. Au sein de l'Europe, euh, c'est quand même de plus en plus homogène. Et puis surtout, les différences culturelles, ça devient vite ces fausses bonnes excuses. C'est, ah, il y a des trucs qui marchent pas, oh, c'est compliqué. Ouais, mais c'est à cause des différences culturelles. On est trop. Enfin, depuis 35 000 ans, c'est quand même la différence culturelle qui enrichit l'humanité. Hein. C'est pas la consanguinité. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Faut pas aller chercher des freins là où il n'y en a pas. Ouais, la petite expérience que j'ai en la matière, la différence culturelle est plutôt un moteur et un accélérateur, un carburant de changement qu'un frein. À condition donc d'avoir le mélange. Ah oui, 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 il faut faire le mélange, oui. Alors Deux chez temps, José quatre Lito, temps. chez José Lito où ça veut pas changer, est-ce qu'il y a du mélange? Euh, Attends, je réfléchis. Des Espagnols, des Italiens, des Corses et des Montpelliérains. Non, il n'y a pas de mélange. Ouais. Ou Et alors le même, mélange, il a eu lieu il y a tellement longtemps que c'est pareil. Non, je crois que ce que tu dis, Stéphane, tu as raison. Enfin, et Katerina, tu pourras l'évoquer aussi. Je pense que pour moi, c'est pas vraiment une question de culture. C'est pas parce que tu es américain que tu changes plus que parce que tu es français. Et c'est pas parce que tu es parisien que tu changes plus que parce que tu es marseillais. Il y a vu de ma fenêtre, hein, de mon point de vue, il y a que tu es un être humain. Et avant que tu recordes, Philippe, ce que tu disais, Katerina, est très juste. C'est-à-dire que tu arrives dans une organisation où bah, tout le monde sait qu'il faut changer, donc on veut y aller, on recrute quelqu'un pour faire le changement. Mais quand toi, ton job, c'est de t'occuper du changement, tu n'as, entre guillemets, que ça à faire, c'est ton job. Mais tous ceux que tu dois faire changer, et tu l'as exprimé très justement, Katerina, eux, ils n'ont pas que ça à faire que de changer. Ce n'est pas leur travail. Ils ont leur job au quotidien. Et je pense que c'est plus dans comment tu trouves le balance, le bon équilibre entre la tâche qu'il y a à faire au quotidien et puis et ce qu'on doit changer. Je suis aujourd'hui sur un business d'e-commerce. Ben, quand il y a un site internet qui est en panne pendant une journée, évidemment, je demande à quelqu'un, oh, je suis le seul à dire, oh, le site, au secours, au secours, au secours. On me dit, ouais, 2 secondes, j'ai ma to-do list, j'ai pas que ça à faire. Et c'est pas qu'ils comprennent pas qu'il faut passer au digital, c'est juste qu'il y a autre chose à faire. Et comment on fait, ma question dans ces cas-là, comment
Comment tu fais, tu trouves le bon dosage, l'équilibre? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut mettre en place pour faire ça? C'est surtout à toi que je m'adresse, Katerina. Comment toi tu fais? Bah La là, baguette magique. moi, je peux dire un peu des choses que j'ai vécues dans la dernière poste où j'étais. Et quand il y avait des moments de changement, la partie des managériale de la société, il a vraiment pas involved. Je sais pas exactement, tu dis ça en français. Impliqué, ouais. Impliqué. Tous les niveaux des task force à l'interne de la société. Et là, personnellement, j'ai trouvé ça quelque chose qui est, si je pense aujourd'hui, je ne ferais pas comme ça. Je pense qu'avoir vraiment toutes les personnes qui travaillent dans la société involved, voilà, dans les changements, c'est important parce que des gens, ils ont besoin d'avoir des nouvelles, de savoir qu'est-ce qui se passe. Mon job, il va changer. C'est en question de rassurer les gens pour dire, écoute, on va changer, mais on va changer ensemble. Et là, quand tu commences à voir les choses et tu dis, bah non, bah, cette personne-là, elle fait vraiment le dernier truc. Non, c'est pas ça. Parce que peut-être c'est la personne qui va être plus impactée dans le changement. Et là, je trouve que toutes les sociétés qui ne mettent pas les gens au premier poste dans la période des changements sont des sociétés qui vont avoir des problèmes. Après, je vous dirai, mais si ça va marcher, mon idée des changements soon. Mais je crois que plus les gens sont engagés dans le changement, parce que les dons sécurité, les dons visibilité, la possibilité de aussi de changer des choses qui ne sont pas justes pour eux, et là, ça peut aider vraiment le changement. Quand tu commences à faire un changement qui est un peu un dictateur qui te dit, ouais, il faut changer ça, et là, tu as des problèmes. Et surtout, c'est là qu'on va voir aussi, si on parle aussi des cultures de la société et des cultures du pays où tu vas appliquer le changement. Parce que si on parle des sociétés qui sont basées, je ne sais pas, moi je fais l'exemple de la Suisse, où il y a des sociétés basées en Suisse avec des gens qui viennent de l'Espagne, de la France, de n'importe quel pays. À l'intérieur d'une société, c'est une chose. Mais c'est des sociétés qui sont basées dans un pays et après une autre partie opérationnelle ou la partie des sales, ou je ne sais pas, dans des autres pays. Là, tu as complètement la culture des pays où cette partie est installée. Et là, c'est différent. C'est en question d'intégrer aussi la culture du pays où cette partie, cette fonction est installée. Et là, ça change un peu. C'est la société qu'il faut quand même comprendre qu'est-ce que c'est important pour cette culture au niveau travail. Moi, Stéphane, je te sens excité sur l'aspect à impliquer tout le monde. Oui, toujours. Avant ça, je me posais une question. Je me disais, est-ce que tous tes changements, dans une entreprise, qu'est-ce qu'on va appeler le changement? Est-ce que lancer un nouveau projet, lancer un nouveau produit, est-ce que c'est vraiment un changement? Est-ce que c'est quelque chose? Je prends l'exemple je vais prendre ton exemple, Roselito, avec ton site web en panne. Et alors, moi, enfin, cette semaine, avoir un directeur e-commerce dont le site web est en panne, enfin, c'est dommage que tu partes chez le coiffeur, on pourrait faire 4 heures, je pense. Non, mais blague à part, démarrer une activité e-commerce dans l'entreprise où tu es, c'est pas un changement. C'est un nouveau projet, on monte un nouveau canal de vente. C'est un projet que l'entreprise mène. Là où il y a peut-être un changement, c'est que l'entreprise, elle a compris qu'elle devait se digitaliser. Et une des façons qu'elle a trouvé de se digitaliser, c'est de se dire, je vais développer du e-commerce et je vais demander à Roselito de s'en charger parce que je sais que c'est le meilleur du monde pour ça. Et peut-être que ce changement, il n'est pas assez assumé. Et c'est pour ça que on ne t'empêche pas de changer les choses, on n'a juste pas alloué les bonnes ressources à ton projet.
Euh, c'est Parce qu'on y va un voilà, peu petit, là. je veux pas planter le sujet, mais je reviens à ma question de départ. C'est est-ce que dans une entreprise aujourd'hui, on pourrait presque se dire, mais tout est changement. Est-ce que ça change vraiment tous les jours ou non? Ou est-ce il faut se dire non, il y a des boîtes bien organisées avec du business as usual, des gens qui font bien leur boulot, qui savent où ils vont, une vision, etc. Et un vrai changement, c'est un moment où on va décider de faire un pivot, de quelque chose qui change radicalement l'ensemble des fondamentaux de la boîte. Voilà, je voulais juste prendre la tête sur un aspect de définition. Non, mais tu as raison. Mais Je sens une réaction de Katharina, là. Je suis curieux. Et un dernier, non, si je truc. peux répondre à Stéphane, je vais le faire. Tu vois, mais... Vas-y, ouais. Laissons Alors, parler normalement, je crois que tu as absolument raison. Les changements à l'intérieur d'une société sont des changements que tu vas avoir comme des changements à l'échelle des processus, des technologies et des changements culturels. Et ça, culturel, c'est pas culture, mais c'est culture de la société. Ça veut dire qu'une société, elle va être achetée dans une autre société. Et là, c'est un choc culturel à l'intérieur de la société. Un changement technologique, là, c'est clair, on va changer la partie finance, je sais pas quoi, on va changer le software complètement. Et là, c'est une adaptation de toute la nouvelle technologie pour tous les gens. C'est normal, c'est un changement. C'est pas un changement, ça c'est une migration. Ils en ont parlé il y a 15 jours. Ouais, ok. On considère en migration alors. Et là, c'est tout la partie. Mais une migration crée du changement, donc c'est. Je pense que dans le monde du changement, qui est une discipline à part entière, je pense que Katrina a à peu près la liste officielle sur ce coup-là. Non, plus ou moins, sont les. À peu près. Mais ouais, du coup, après, tu as beaucoup des autres choses. Hein. Et du coup, tu allais dire un quatrième qui était? Non, je dis 3, je crois. J'ai dit la culture, technologie, processus. Pareil, je sais pas. Les plus importants. Donc culture en cas d'acquisition. Et process, comme tu as dit, et alors par contre changer la façon dont on fait les choses, et peut-être pas devenir plus agile quand on n'était pas agile, ce genre de choses. Je pense que dans la notion de conduite du changement, on est en plein dedans, quoi. Ou passer au télétravail ou des choses comme ça. Pour te répondre, Stéphane, en fait, tu as raison. En fait, le vrai changement, c'est pas de faire du e-commerce, c'est ce qu'implique le fait de faire du e-commerce. Parce que tu es dans des organisations où j'étais lundi avec une personne qui s'occupe de transformation digitale. Et évidemment, pour lui, c'est la transformation digitale dans les PME françaises. Il le résume à passer en mode projet. Et tu te dis, je vois la tête de Katharina, je suis mort de rire. Non, parce que là, je suis en train de réfléchir que si tu dis quelque chose comme ça, bien sûr, jusqu'à hier, tu avais un processus pour faire qu'est-ce que tu es en train de faire. Et demain, tu vas changer ton processus. Voilà. Ça veut dire que tu as tous les gens qui travaillent pour toi à faire un training, à réexpliquer quoi faire et faire ci qu'ils vont arrêter de faire ce qu'ils faisaient avant, et après changer et s'adapter à un nouvel processus. Et là, c'est un changement vraiment pas mal à la fin. Et ça, c'est un choc parce que tu te confrontes à ça, en fait. Toi, tu arrives en disant, venez, on peut travailler, parce que sans parler d'agilité, venez, on peut travailler en mode projet. Ah, ça veut dire quoi ? On va définir un objectif, on va mettre une date, on va mettre des personnes et on va mettre des personnes responsables. On va revenir sur la notion de accountability, tu vois. On va mettre, mais rien que ça, on parle de changement. Mais Stéphane, quand tu parles de accountability, tu dis à quelqu'un, toi, tu es responsable de ça, toi, tu es responsable de ça, toi, tu es responsable de ça. Et ça, on va mesurer ton niveau de responsabilité avec un indicateur. OK. Et puis, on va se donner tant de temps, etc. Et tu arrives. Évidemment, tu as des gens qui te disent « Oh, doucement toi. Moi, d'habitude, j'ai un autre mode de fonctionnement. C'est quoi ? C'est FIFO. C'est quoi FIFO ? First in, first out. » Ah d'accord. Et donc, oui, non mais Philippe, tu as des organisations où les gens arrivent, ils s'assoient, ils se mettent sur leur bureau le matin et first in, first out. Ouais, et le pire, c'est que comme on a dit la semaine dernière, tout ce qui est nouveau ne marche pas. Donc, on commence à changer. Évidemment, ça ne marche pas puisque c'est nouveau. Évidemment, on a envie de revenir à l'ancien plutôt que de se perfectionner dans le nouveau. Là, elle est pas facile. J'étais en train de lire dans un de ces petits cours que j'ai appris récemment, qu'une des façons de faire, c'est vraiment d'arriver
au moment que dès demain, tout ce qui est utilisé jusqu'à hier, ça ne marche plus. Et là, c'est un peu choc, mais c'est vraiment la façon de faire parce que les gens, ils arrêtent d'utiliser le vieux système, ils commencent à utiliser tout ce qui est neuf. Vous Et connaissez là, ça? voilà. La théorie de l'électrochoc, ouais. Ce que tu On dis, avait Katerina, publié ça une fois. moi, j'avais eu cette discussion avec un chercheur du sud de la France, l'école des mines d'Alès, qui me disait, mais on parlait des réseaux sociaux, d'entreprises, etc. Il me dit, non, non, ça ne marche pas. Je dis, pourquoi? Il me dit, non, parce que si tu laisses tout le monde faire, bah, tu auras du Slack, du WhatsApp, du Skype, du Messenger. Et je dis, et toi, tu as fait comment dans les entreprises? Il me dit, c'est simple, la dictature, il n'y a rien de tel. C'est exactement ce que. Il m'a dit la même chose. Il m'a dit, tu sais quoi? T'enlèves tout, tu laisses un channel et tu dis, à partir de maintenant, c'est comme ça. Ceux qui braillent, braillent. Et c'est pas grave, gueule. Et je dis, ça marche? Il me dit, redoutable d'efficacité. Et en fait, tu touches un point qui est celui-ci, c'est que parfois, le changement, tu es juste obligé de l'imposer, quoi. Si tu demandes la permission, ben c'est des situations dans lesquelles je me retrouve chez certains clients. Ça traîne, c'est flou, et puis on ne sait plus trop, et puis on a perdu la motivation de départ, et puis la direction, c'est parce que tu l'as dit, Katerina, la direction générale te dit « Oula, c'est compliqué, il y a des gens, ils passent dans mon bureau, ils viennent brailler. Oui, Voilà. ben là, quand même, il faut faire une série d'étapes. Tu fais une préparation pour dire aux gens, écoutez, ça va arriver, ça va être comme ça, il y a un training à faire, vous pouvez le faire, mais ça va arriver, il arrive ces jours. Et après, le jour qu'il arrive, les gens qui n'ont pas fait le training, ah ben voilà les gars, vous avez pas fait le training, vous avez encore cette période-là pour faire le training. Mais ce qu'il y avait avant ne marche plus. Vous avez une période de support après. Yes. Là, tu ne laisses pas les gens vraiment en niveau dictature sans rien à faire. Il y a un niveau de support, mais... Je pense que tu as deux façons. On revient à des débats souvent, enfin, qu'on a souvent eus. On parle c'est de l'amélioration continue ou c'est de l'innovation. Moi, j'aime bien dire que est-ce qu'on oppose le grand soir au petit matin? Euh, Moi, il y a longtemps, j'ai eu un cours sur la conduite du changement et je m'en suis toujours pas remis. Parce que le premier truc qu'on m'a appris, c'est si tu veux faire changer les gens, c'est qu'il faut qu'ils soient malheureux. Il faut qu'ils souffrent. Il faut que les gens aient mal pour accepter. On me l'a vraiment présenté comme ça. C'est le diagramme que je viens de montrer, en fait. Hein. C'est exactement ça. Alors, toi, tu es très soft. Tu parlais d'inconfort. Je te le remets. Moi, les gens. On n'a pas dit qu'on allait fabriquer un inconfort. Et ben, dans quelle mesure aujourd'hui, tu n'as pas des situations où dans des entreprises, on fabrique de l'inconfort, on fabrique de la pression pour pousser les gens à changer. L'alternative à ça, c'est des mécanismes d'amélioration continue. Je suis complètement d'accord avec Katerina sur certains sujets, et notamment quand on veut changer d'outil, quand on veut mettre en place quelque chose de nouveau, il faut donner une deadline. Il faut être capable de faire une sorte de reset à un moment. Ça va créer de la pression. Clair et net. Voilà, ça va créer de la pression, de la difficulté, etc. Mais ça peut être un point de passage. Encore une fois, l'alternative, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de changer? Est-ce que je ne peux pas améliorer la situation? Moi, j'ai vu ces derniers temps, j'ai vu des exemples. Alors, j'aime bien des exemples dans l'industrie avec des machines. Il n'y a pas longtemps, Roselito et Philippe, vous parliez d'exemples avec des outils logiciels. Est-ce que je change tout et je mets quelque chose de neuf? Je fais un grand Big Bang. Ou est-ce que j'accepte de vivre 1 an, 2 ans de plus avec mon vieux machin? Tout le monde sait que c'est vieux. Tout le monde sait que ça ne fait pas 100% du taf, mais en tout cas, ça fait bien le taf et je peux peut-être même l'améliorer un petit peu pour tenir 6 mois de plus, pour tenir 1 an de plus. C'est le vieux dilemme de la rupture versus le continu et avec parfois des cas extrêmes, surtout en stratégie. Donc je disais Kodak en plaisantant
en parlant par-dessus toi, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ce dilemme, qui est le dilemme de l'innovateur, on le retrouve aussi sur les outils. Alors sur les outils, je pense qu'on peut toujours aller plus loin avec un vieil outil, mais c'est aussi au risque de retarder un investissement important et un changement culturel important. Et c'est un arbitrage qui est dur à faire. Et je pense même que ça devient de la stratégie. On n'est même plus dans la conduite du changement, quoi. On est dans faut-il changer? Kodak, c'est le Cloutren s'y fera 3 fois. Et ils l'ont pas entendu. Ouais. Change for the sake of it, ça sert à rien, hein. C'est pas une question on va changer parce qu'on veut changer. Ça occupe. Il y a des choses que oui, on peut changer parce que ça va améliorer la situation. Comme on a dit avant, l'exemple qu'il y avait Slack, il avait 2000 différentes façons de communiquer. Joselito, il a dit, moi j'avais vécu ça avec un startup que j'ai aidé récemment. Et eux, ils avaient les groupes WhatsApp, les Slack, l'email, n'importe quoi. Et après, les gens ils disaient non, mais moi je ne veux pas laisser ça parce que cette partie-là, ça sert à ça, ça sert à ça, ça sert à ça. Et après, quand tu parles à chacun, tu dis tu utilises Slack. Ah, moi je lis même pas. Il y a tellement des messages sur Slack que je m'en fous, je lis plus rien. Tu utilises l'email. Ça, c'est Slack, quoi. Oui, mais non, mais oui, mais non, mais là. Et après, quand tu parles quand même à la partie ménagère et tout ça, non, on ne va pas toucher. Mais là, tu imagines les temps que les gens ils vont perdre à utiliser 4 différents outils parce qu'un des fondateurs de la boîte, il utilise un outil, l'autre, il préfère l'autre, et l'autre, il préfère un troisième outil, mais seulement parce qu'il n'arrive pas à décider. Et parfois, c'est l'inverse. On veut mettre tout le monde sur le même outil, alors que finalement, chaque outil va bien pour une activité de l'entreprise. On avait cet article excellent sur accélérer les équipes marketing, et il disait arrêtez de faire des gros projets de transformation d'outils. Prenez un process qui marche déjà bien et que vous voulez scaler et qui prend du temps. Voyez quel outil simple permet d'automatiser juste ce process et faites ça et rien d'autre. Donc ça dépend vraiment du contexte du coup. Et est-ce qu'être sur plusieurs outils dans le cas présent crée vraiment du gaspillage, ou est-ce qu'à la fin c'est 4 outils qui sont adaptés à 4 parties de l'entreprise et tout le monde est plus efficace comme ça, quoi? Je suis dégoûté, guys. Il faut que j'aille vraiment chez mon coiffeur parce que ça change pas. Mes cheveux poussent toujours très, très vite. Je sais que ce sera enregistré tout le temps. C'est tout le temps la même chose. Allez, va. Non, mais en fait, c'est super passionnant. Je te trouve un coaching gratuit. Tu t'en vas en plein milieu. C'est incroyable. Ben, je l'écouterai. C'est pas grave. J'en reviendrai dessus. Bon, keep in touch, Katerina. Thank you very much. Stéphane, on s'appelle. À très bientôt. Très vite. On va régler tes problèmes en ton absence, Roselito. C'est encore le mieux à faire, je pense. Je suis un vrai manager, quoi. C'est comme ça la vraie vie. C'est que tu lances un truc, après tu vas en réunion, tu fais autre chose, et quand tu reviens, tu espères que les gens vont résoudre tes problèmes. Ouais, il y a d'autres façons d'appeler ça que vrai manager, mais je vais le sortir parce qu'il dit qu'il s'en va, mais il s'en va pas. Allez, kick-moi. Ciao, bye bye. Ciao. Ciao. Ah. Enfin seul. Je sais plus ce qu'on disait avec tout ça. Ah oui, les outils. Les outils, toujours les outils. Alors, on parlait tout à l'heure d'implication. Moi, comment on fait pour impliquer les gens? C'est quoi? C'est une réunion tous les mois? C'est un update toutes les semaines? C'est des groupes de réflexion? J'ai aucune idée concrètement. Tu vois, Katerina, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais moi non, quand tu énumères les situations, tu cherches un outil. Non, je cherche un mode de communication, un rituel de communication. C'est un outil. Ok. C'est un outil. Cherche un rituel de communication, tu vas te finir par te poser la question, est-ce que je prends Slack ou WhatsApp? Ça va se finir comme ça. Oui, mais ça dépend combien de gens tu as besoin de communiquer avec. Hein. Parce que si tu as besoin de communiquer avec 100 personnes, tu ne vas pas faire un groupe WhatsApp de 100 personnes. Tu vas avoir un core team qui est. Tu vas communiquer tout le temps et peut-être un outil pour communiquer avec eux. Et après, je ne sais pas, chaque semaine, tu vas envoyer un email à tout le reste de l'entreprise pour dire
Ben, ça sont les étapes de la semaine. Je vous update lundi prochain pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Je pense que la question, alors c'est devenu ma pratique très, très maladroite et avec un combat permanent pour la maintenir et l'améliorer. Hein. Je ne donne pas de leçon. Allez. Le sujet, c'est de donner de l'espace aux gens, en fait. C'est de leur donner de l'espace pour qu'ils puissent faire leur boulot et pour qu'ils puissent faire évoluer leur boulot, leur donner les moyens. Tout à l'heure, là, les exemples de Roselito, c'est si tu ne prends pas une décision, et là, pour le coup, la conduite du changement, c'est un vrai acte de management. C'est le management doit accepter de donner du temps aux gens pour leur permettre de trouver cet espace pour changer, pour tester des choses nouvelles, pour échanger avec leurs collègues dans des rituels de communication, mais qui deviennent effectivement, ce ne sont que des outils. Le point de départ, c'est en tant que manager, j'accepte de faire confiance, j'accepte de créer de l'espace et de donner du temps aux équipes pour qu'elles puissent résoudre leurs problèmes par elles-mêmes, proposer des solutions, les tester et avancer comme ça. Donc là, il y a beaucoup d'autonomie et donc ça présuppose qu'il y a une vision partagée en amont. Oui, ça, oui. Comment tu communiques la proposition, voire l'injonction de changement pour que les gens derrière soient quasi autonomes dans l'implémentation quotidienne de ce changement? Si tu es dans une mécanique d'amélioration continue, tu n'as pas d'injonction. Tu as créé un mode de fonctionnement qui intègre ça. Donc, alors, tu as créé l'espace pour que chacun prenne en main son job au sein d'une équipe, hein, de façon plus ou moins collective, pour faire évoluer les choses en mode amélioration continue. Si tu es dans une logique il n'y a plus de changement, il n'y a plus de changement en tant que tel, du coup. Alors, oui, mais c'est toujours le même débat. C'est quoi le changement? Et alors justement, l'amélioration continue, c'est pas du changement, c'est de l'amélioration continue. C'est ça. Et alors mettons que du coup tu es en amélioration continue, il n'y a plus de changement. Bon, ça peut être, disons, le lean contre le changement, c'est presque ça. Et alors mettons que tu n'es pas en lean et tu passes en lean. Tu veux passer à l'amélioration continue, ça c'est un changement. Donc comment tu fais ça et comment tu donnes à tout le monde cette image de ce que devrait être l'entreprise après ce changement, après ce passage à l'amélioration continue qui n'est pas aujourd'hui dans les cultures, les habitudes et les process de l'entreprise. Je vais te faire une réponse super bateau. Tu sais, ça pourrait faire un post vraiment naze sur LinkedIn. C'est tu commences par y croire toi-même, quoi. Si en tant que manager, si en tant que patron, tu crois réellement dans ce que tu es en train de dire et que tu commences à l'expliquer et à le répéter aux gens, parce qu'il faut répéter, ça prend du temps, tu vas la communiquer, cette vision. C'est approche commerciale de base, un acte de vente. C'est quoi faire une vente face à un client? C'est permettre au client de se projeter dans un état futur. Ouais. Là, tu as un exemple, et là, je ne me souviens pas exactement, je suis en train de lire les livres sur Netflix. Et là, tu as exactement cette idée des free, changement continu et tout ça, et liberté à les gens. Et un des premiers chapitres, lui, il commence à dire, oui, on avait donné cette liberté, mais il m'écoutait super cher 2-3 fois. Et là, il donne les 2-3 fois exemple qu'il était super cher pour la société, et il avait réalisé que oui, on reste libre sous cette idée et tout ça, mais quand même, il faut avoir un minimum niveau pour éviter que les gens ils partent en cacahuète. Là, tu as quand même des situations qui... Il faut donner quelques bornes. Une entreprise, c'est un système dictatorial qui a besoin de créer des espaces de liberté pour pouvoir se développer. Et chaque entreprise a sa propre structure et son propre équilibre entre les zones de rigidité et les zones de liberté. J'avais une autre interrogation tout à l'heure parce qu'on parlait du fait que chaque personne finalement a son quotidien à gérer, sa production à faire et en même temps elle doit changer son système de production.
qui est sa façon de travailler, dans un contexte où il y a un changement un peu de fond. Et on disait, en fait, il y a un problème d'incitation souvent, puisque la pression est telle sur l'aspect production qu'il ne reste plus vraiment d'énergie et d'espace pour travailler sur la façon de travailler. Donc comment on s'assure qu'on a bien mis en place les bonnes incitations et qu'on a pour de vrai donné aux gens le temps et l'énergie et la motivation et les raisons de faire autre chose que de la production, mais aussi de changer, de faire ce travail de changement, quoi. Katerina, est-ce que tu as des exemples pour ça? Moi, Là, je n'ai pas exactement des exemples. Je suis en train de réfléchir. Déjà, tu as besoin toujours des sponsors dans la Des sponsors. société pour avoir des gens qui sont visibles, qui sont les premières à faire partie des changements et donner un peu l'exemple à les autres. Ça, c'est super important. Parce qu'il y a quand même tous les différentes personnes qui ils sont actives changeurs, je ne sais pas si c'est en français, ou passives, ou complètement against. Réfractaires. Et là, tu as quand même d'utiliser les gens qui sont plus proactifs pour la partie des changements, pour engager les autres. Comme Stéphane il a dit aussi, voir tous les avantages des changements. Ça veut dire qu'on va changer ça, mais attends, réalise que quand tu as appris à faire ça, dans ta journée, tu vas avoir 1 heure en plus parce que les vieux systèmes, ça prenait, je ne sais pas, 1 heure en plus pour downloader tous les fichiers que tu avais besoin de faire. Et les nouvelles, il fait tout automatique. Et là, tu as 1 heure en plus. Et là, je crois que c'est important de donner vraiment les avantages aux gens pour voir aussi les changements, il va donner quoi. Mais une autre chose qui est importante, c'est de faire noter à les gens les choses qui ne changent pas. Parce que là, ça donne quand même au niveau des bases de sécurité et dire, OK les gars, on est en train de changer, mais A, B, C, D, ça ne change pas, tranquille, là, ça reste comme ça. On va changer ces parties-là pour améliorer, mais ça ne change pas tout. Voilà. Et là, les gens sont déjà, OK, ça ne change pas toute ma vie. Parce qu'au début, la première idée, c'est ça va changer. On va tout changer. Est-ce que le sponsor doit aussi aller vers le haut, entre guillemets? C'est-à-dire, est-ce que le sponsor doit remonter des problèmes du genre telle équipe est trop prise par ses opérations et n'a pas le temps de se consacrer au changement, donc il faut leur donner des heures en plus ou leur enlever du travail pour qu'ils prennent le temps de changer? Est-ce que c'est le rôle du sponsor de faire cet aller-retour? Là, je crois que ça dépend un peu de l'entreprise et de combien les gens sont engagés dans la partie des changements. Bien sûr, si tu as des sponsors forts, là, c'est plus facile ton changement. Parce que c'est plus facile à avoir quand même des possibilités plus flexibles aussi pour les gens qui ont besoin d'échanger. C'est identifier les teams et les positions qui sont plus impactées dans le changement et être un peu plus, avoir de l'empathie et l'aider plus que les autres qui après sont impactés au niveau des je reçois un email, il n'est pas 10. Ce que tu as dit tout à l'heure aussi sur le fait de repérer qui est peut-être un peu réfractaire, qui est enthousiaste et de structurer en fonction de ça. Ça me rappelle un livre que j'ai pas lu qui est Rules for Radicals. Tu as peut-être lu. Mais qui dit pareil, tu veux faire un changement profond, il faut que tu commences non pas par aller convaincre ceux qui ne sont pas d'accord avec toi, c'est galvanise ceux qui sont déjà d'accord avec toi. Et alors attention aux dérives avec ça, parce que je sais que dans des entreprises ils se sont amusés à faire des fichiers justement pour savoir qui serait aligné ou pas. Ça a fini en scandale, donc il faut aussi doser ça correctement. Alors c'est en management / project management, c'est souvent ce qu'on appelle la carte des alliés. C'est une matrice de cartographie des gens dans l'équipe. Et je pense que c'est intéressant d'avoir cette représentation mentale. Et moi, c'est un truc, je m'en suis rendu compte en essayant de le faire. Et je me suis dit, dès l'instant que tu commences à la mettre sur le papier, cette carte, ça commence à devenir dangereux. Et
Et c'est vrai Chasse aux que... sorcières, tu vois. Ouais. Mais après, pour reprendre ton point, Philippe, euh, c'est vrai il faut aller chercher des gens qui vont pouvoir donner l'exemple, qui vont être des moteurs du changement avec toi, autour de toi. Et tu as dans les équipes des gens qui, par nature, aiment tester les choses, aiment changer, vont être positifs, vont être enthousiastes. Il ne faut pas faire l'erreur de ne s'appuyer et de ne regarder que cela. Parce que, en fait, ceux-là, c'est les plus faciles. Ouais. Et c'est presque dangereux parce que tu peux bien leur dire absolument n'importe quoi, de toute façon, ils vont le faire. Donc là, t'as pas besoin d'empathie sur cela, ouais. Et il vaut mieux, à l'opposé du spectre, ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui ne veulent pas, de toute façon, ils voudront pas. Donc, c'est pas la peine. C'est la masse Les au swing milieu, voters. voilà, qu'il faut réussir à faire bouger. Et là, il y a un vrai travail d'entraînement. Donc, il faut un sponsor fort, parce qu'un sponsor faible, c'est pas un sponsor, en fait. Le sponsor, par nature, il doit être fort, il doit pouvoir parler C'est un au champion, ce board. sponsor. Ouais. Il faut Champion en anglais. mais il faut des champions, des exemples. Euh, et puis, je pense il faut du temps, il faut de la répétition, il faut de l'accompagnement pour aider tous ceux qui sont au milieu et les convertir petit à petit. Un truc aussi qui me saute aux yeux, là, c'est la notion peut-être de confiance. Katerina disait tout à l'heure, vous allez gagner 1 heure grâce à ce nouvel outil. C'est un bon exemple. Et si quelque part, on n'aime pas trop sa boîte, on n'a pas ce lien où on est content de l'effort qu'on fait ensemble, gagner 1 heure pour faire quoi? Je suis payé pareil, ça reste du travail. Et si on n'a pas un petit peu d'enthousiasme dans ce qu'on fait, et donc ça nous ramène à notre autre épisode, Stéphane, sur le why. euh, Pourquoi on change? C'est aussi pour mieux faire notre mission, mais ça sous-entend qu'on a une mission, qu'on a confiance, qu'on aime sa boîte suffisamment pour se dire, ok, je n'ai pas envie de gaspiller cette heure-là, je veux en faire quelque chose d'autre. Parce que c'est pas 1 heure pour rentrer chez toi 1 heure plus tôt. Ou alors, il faut dire, c'est 1 heure, la moitié pour toi, la moitié pour moi, je sais pas. Est-ce, Katerina, toi, est-ce que tu as vu des cas où dans des entreprises, on arrive à donner du temps aux gens pour changer? Euh, est-ce que ça marche voilà, toutes les conditions sont réunies, il y a une vision, il y a un management impliqué, il y a un sponsor, les choses sont claires, et on arrive à avancer en acceptant de faire cet effort de dire, voilà, on va vous libérer du temps pour préparer ce changement, pour vous accompagner, ou est-ce que tu es plutôt partisan de dire, non, il faut à un moment dire, là on change, c'est comme ça, et demain matin, les choses ne seront plus pareilles. Alors là, je peux dire que j'ai vécu un peu avec mon vieux team en partie où, comme ménagère, tout donne des temps à les gens. Et pour moi, c'était toujours, si vous arrivez à faire les choses, les vendredis, c'était un peu la journée plus flexible. Mhm. Et là, OK, on va implémenter cette partie-là. Si vous gagnez des temps, le vendredi, vous savez que vous pouvez arrêter plus tôt, par exemple. Si vous avez fini tout ce que vous avez à faire. Après, bien sûr, il avait des périodes qui, ça, c'était pas possible. Enfin, c'était à niveau d'équipe. Je ne peux pas vous dire que j'ai vu ça à niveau total d'entreprise. J'imagine aussi que qu'est-ce que ça va passer après sur cette situation Covid. On verra la nouvelle normalité. Parce que ça ne va pas être la normalité, c'est une autre normalité, ça va être différent. Et là, les gens, ils ne réalisent pas qu'ils ont gagné du temps. Tu n'as Ouais, pas besoin de te réveiller à le même horaire parce que tu n'as pas besoin de faire ta commute commute. pour aller au boulot. Et tu arrives à faire des autres choses. Après, c'est vrai que tu travailles vraiment au niveau intense, mais tu n'as pas réalisé que tu as gagné du temps. Ouais. José Lito, là, il vient de passer, alors qu'il est habitué au télétravail, là, il s'est retrouvé à aller au bureau pendant un peu plus de 6 mois. Et là, il était malade ce week-end. Et puis, il y a dans l'entreprise où il passe la moitié de la semaine, il y a eu des cas. Et donc, il n'y a pas été là et plus de réunion. Donc,
il perd certaines choses qu'il avait regagnées en étant au bureau, parce qu'il a quand même vu l'effet d'entraînement que ça. Et en même temps, tu vois, là, il gagne beaucoup de temps dans sa productivité à lui. Par contre, il a aussi senti, tu vois, là, son site est en panne et bon, s'il était dans le même bureau que le DSI, comme d'hab, il pourrait, mais ça va pas taper du poing sur la table physiquement et peut-être faire accélérer, remettre des priorités qui demandent une maîtrise pour être mises à distance. Après, c'est aussi, c'est pas exactement seulement gagner du temps, c'est gagner des euh, mental health. Je sais pas, là, t'as un task qui t'apprend beaucoup de temps, qui le système ça bloque tout le temps, qui monte les niveaux de frustration graves. Et là, après, il t'est mis en trou, que tu fais clic, voilà, et c'est fait. Là, t'as quand même gagné. Oui, mais ça, c'est super intéressant. Avoir un gain en santé mentale. Alors, je pense que tous les trois, on est convaincus de cette approche vertueuse. Il n'y a pas de débat. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans une entreprise normale ou avant le new normal? Ça veut dire en fait faire un cadeau. Parce que la santé mentale, même encore aujourd'hui, on a quand même du mal à valoriser ça. À la bourse, au Nasdaq ou au CAC 40, la santé mentale, elle pèse combien en fait? Un paquet de milliards en antidépresseurs, mon cher. Ouais, tiens, c'est vrai, c'est un bon indicateur. Bon, ainsi que, alors en Suisse, il y a Philip Morris. La nicotine participe à l'antidépression, on va dire, à la relaxation de certains. C'est super intéressant parce que je pense que c'est une vraie différence. Moi, j'aime beaucoup l'exemple de Katerina quand elle dit si vous finissez un petit peu plus tôt, vous pouvez partir plus tôt et c'est du temps. Là, c'est un vrai gain. Le côté frustration aussi, parce qu'aujourd'hui, tu t'arraches les cheveux sur une tâche parce que c'est mal foutu. À un moment, personne va dire non à regarde, demain, ça sera fait en 3 clics et les clients arrêteront de t'insulter. On fait un changement, on met en place un changement pour améliorer quelque chose. C'est objectivement un gain de productivité. Enfin, tu peux le regarder comme un gain de productivité ou tu peux le regarder comme un gain de temps, de confort, de santé mentale. De productivité personnelle. C'est un axe qui est super intéressant. J'aime bien cette façon de voir. Un dernier truc sur l'empathie, du coup, je vais prendre l'exemple d'un restaurant. Je vous écoute, mais je quitte le champ 10 secondes. Mettons qu'en cuisine, ça travaille pas très bien. C'est forcément le serveur qui va se prendre des remarques désagréables. Même chose dans un software, si tu es en SaaS. Il y a des bugs à cause des développeurs, mais c'est le customer service qui se prend des insultes. Et c'est pareil pour Uber, etc. etc. Donc je pense que là, il y a aussi un petit jeu d'empathie à faire parce que celui qui va devoir changer n'est pas celui qui souffre aujourd'hui. Celui qui souffre aujourd'hui, c'est celui qui est customer facing et derrière, c'est ceux qui sont en production qui doivent changer pour que le customer facing arrête de souffrir. Donc comment on crée cette empathie et comment on a... puisque c'est l'organisation qui doit changer et se comporter comme un organisme complet, comment tu fais en sorte que les gens en production changent pour le bien-être des gens qui sont face aux clients? Déjà, j'imagine que les gens en face aux clients, ils vont se faire sentir dans les gens en production. Si tout le temps, les clients ils vont gauler pour une raison, j'imagine que la production, quand même, elle va entendre quelque chose. J'ose espérer. C'est un... T'as plein d'exemples comme ça. Hein. Dans un restaurant, c'est la guerre entre la salle et la cuisine. J'ai commencé par ça, oui. Dans une boîte, désolé, dans une boîte logistique, voilà, c'est le front office versus l'atelier ou le stock. Moi, dans les boîtes où j'ai été, c'était souvent la guéguerre gentille entre les vendeurs et les techniciens. Alors nous, on l'a tout le temps en sales marketing aussi. Hein. Entre la vente et le marketing.
Mais oui, il n'y a pas assez de leads, Euh, c'est la faute du marketing. Mais non, c'est les sales qui ne closent rien. alors, moi, avec là quand même pas mal de recul. Et alors, pour le coup, ça fait partie des trucs, bon, je m'en suis pas trop mal sorti. Mon approche, elle est simple, c'est que le premier point, c'est qu'en tant que manager, en tant que patron de la boîte, euh, tu dois, au plus profond de toi-même, refuser ces différences. Il n'y a aucune différence entre la vente et le marketing. Il n'y a aucune différence ou antagonisme de principe entre un technicien et un vendeur. Il n'y a aucune différence entre un serveur et un cuisinier. Tout le monde est là pour faire le même boulot, c'est-à-dire apporter un service de qualité à des clients. Ça, c'est magnifique dans le monde un peu, parce que normalement, les patrons de la boîte, il n'est pas trop proche à toutes les fonctions dans la boîte. Et PME, dans l'idéal, c'est ouais, top, hein, c'est oui, top. Moi, je dis oui. pas non, hein, mais j'ai vécu même dans un petit, dans startup où le patron, il était au début proche à tous et à la fin, il avait tellement de niveaux et tellement de gens que le patron, il a commencé à être plus loin, bien sûr. Il a Tant sorti que Big du tu là, Company secret il Disease. faut d'autres choses. Ouais, Big Company L'empathie, Disease, c'est ça. c'est Big Company ça part Disease. un peu. Euh, c'est Et d'ailleurs, ce qu'on avait dit dans 2-3 épisodes avant, tu lis divers livres sur Steve Jobs, Elon Musk, etc. Ils ont tous le même discours. Le jour où on agit comme une grosse boîte, c'est-à-dire comme des morceaux séparés, et où on arrête de se passer, on commence à se renvoyer les uns aux autres et à agir en services séparés, ça y est, on a perdu notre avantage de nouvelle entreprise, de start-up, et on devient Big Company Disease. je vais. Enfin, Katerina, ouais, alors, j'assume d'avoir une vision peut-être idéaliste, hein, et Moi, je tu as l'adore cette raison. vision, hein. Et, People first. mais alors, Start with humans. people first, oui. Mais en fait, si je veux être un tout petit peu moins idéaliste et un petit peu plus pratique, voire cynique, parce que j'adore ça, Ah. euh, c'est customer first. C'est un bon moyen d'aligner les équipes, c'est de faire en sorte que chaque équipe ait un seul et même objectif, qui soit un objectif tourné vers le client. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est déjà C'est la une vision. direction. Euh, ensuite, il y a des. Si je reprends l'exemple du restaurant ou l'exemple de la plateforme logistique avec un front office et une production derrière qui a du mal à suivre, etc. Un, même à grande échelle, même dans des grandes compagnies, il y a quand même des approches qui fonctionnent bien, qui sont de donner des espaces aux gens pour qu'ils puissent. Tu sais, c'est Vie ma vie. Je ne sais pas si l'émission Oui, existe en Italie. j'y pensais avant de, enfin en le disant. Je sais que dans beaucoup d'entreprises, les gens rentrent dans un poste et leurs 3 premiers jours, notamment dans des entreprises SaaS, ils font 3 jours de customer support. Mais dans le parcours d'intégration, dans l'onboarding des C'est nouveaux ça, ouais. employés, mais même après en permanence, même après en Une fois par permanence, mois, une fois tous les 2 mois, une Ouais. demi-journée. c'est dire dans une entreprise de 50 personnes, technique, B2B, je vais dire à un vendeur, euh, une journée par trimestre ou une demi-journée par mois, tu vas prendre des appels à la hotline et tu vas écouter les clients qui parlent à la hotline. Hotline dont tu te plains régulièrement parce que la hotline ne s'occupe pas bien de tes clients. Quand vous dites ça, on vous regarde avec des yeux comme ça. Quand vous créez cette mécanique et que les gens commencent à s'y habituer, euh, l'effet est tellement efficace qu'au bout de 6 mois, les gens ne peuvent plus imaginer se passer de ça. Et de la même manière, moi, enfin, euh, dans mes 2 ou 3 premières années professionnelles, je devais encadrer des équipes techniques avec des ingénieurs, et je ne suis pas ingénieur, c'était pas simple culturellement. Euh,
la façon dont je m'en suis sorti, c'est d'amener des ingénieurs chez des clients avec moi. J'étais chef de projet, j'étais plutôt sur la partie client. J'aurais pu, et j'avais cette tendance au début de dire non, non, c'est moi le chef du projet, donc je suis tout seul à parler aux clients, parce qu'on ne va pas laisser n'importe qui parler aux clients. Et ben, quand j'ai commencé à avoir des difficultés avec, d'alignement avec certains membres de l'équipe, une des façons de résoudre ça, c'était de leur dire, viens avec moi chez le client. Tu vas parler au client en direct. En fait, tu vas surtout écouter ce que te dit le client en direct. Et on va avancer comme ça. Parce que quand le client devient une abstraction, c'est très dangereux. Bon, time's up, c'était super. Qui est-ce qui prend le mot de la fin? C'était top. Moi, j'ai envoyé une demande de contact à Katerina et je suis impatient de voir... je vais le faire en direct. Hein. De suivre les changements. C'est 2021, tout en direct. Alors, New Normal, enfin, plus de cartes de visite. Ouais, super. Ça me va. C'était top, j'ai adoré. Vive l'Italie. Bah, vive la Suisse. Vive la Suisse, plutôt. Oh, moins. Ciao, ciao, salut. Merci à tous, ciao. À très bientôt. Salut. Ciao, ciao.